Bonjour à tous, nous sommes en direct sur la page Facebook de condolégal.com. C'est François Sellier qui vous parle. L'émission d'aujourd'hui en mode webinaire porte sur la comptabilité en copropriété. Tout syndicat de copropriétaires doit produire une déclaration de revenus annuelle. Cela dit, rares sont ceux qui paient des impôts car une copropriété est considérée comme un organisme à but non lucratif. Alors, pour ceux que ça intéresse, avant que l'on commence et que je vous présente nos invités, vous pouvez revoir les émissions précédentes qui sont présentées sur la page Facebook de condolégal.com en allant sur le site web de condolégal.com. Je vais revenir parce que je crois que je n'avais pas la bonne version. La voici. Alors, vous allez sur la bannière qui se trouve sur la page d'accueil, le coronavirus en copropriété, ça vous amène automatiquement sur les émissions précédentes. Et celle que vous écoutez actuellement sera également en reprise au même endroit. Vous pouvez également consulter le bulletin produit par condolégal.com, le bulletin dont la dernière édition vient d'être publiée. Alors, ce bulletin comprend une foule d'informations fort pertinentes au regard de la copropriété. On en a fait plusieurs sur le coronavirus. Et dans celui-là, je vous suggère d'y aller parce qu'il y a vraiment des sujets intéressants. Et je vous rappelle également que les fiches pratiques de condolégal.com ont été mises à jour. Alors, tout ce qui concerne l'assurance en copropriété, vous pouvez vous y référer et vous pourrez aller chercher des informations très intéressantes. Alors donc, pourquoi un syndicat doit-il produire une déclaration de revenus annuels? Plusieurs internautes nous ont posé la question parce que, d'autant plus que la plupart du temps, dans 99,9% des cas, les syndicats de propriétaires n'ont pas à payer d'impôts. Alors pourquoi produire une déclaration? Jasmin Patnaud est avec nous pour nous l'expliquer, comptable professionnel agréé. Nous avons également Céline Corriveau, gestionnaire de copropriété chez Groupe Immobilier Célico, ainsi que Yves Papineau, avocat émérite en droit de la copropriété. Alors, Jasmin, première question. Pourquoi un syndicat doit-il produire une déclaration de revenus annuels alors que la plupart du temps, il n'a pas d'impôt à payer? En fait, la réponse est assez simple. Le syndicat doit produire une déclaration parce que la loi dit qu'il doit produire une déclaration. Donc, le syndicat, c'est une personne morale, comme une entreprise, comme un individu. Et la loi vient nous dire que toute personne morale doit produire annuellement une déclaration de revenus. Peu importe la grosseur du syndicat, peu importe s'il y a de l'impôt à payer ou non, ça doit être fait. Bon. Alors, dans un document PowerPoint que vous avez produit, vous dites que le syndicat peut également être tenu de produire les formulaires T1044 au niveau fédéral et CO17SP section 3 au provincial s'il répond à quels critères exactement? En fait, il y a 3 critères donc qui pourraient faire en sorte que le syndicat doit produire ces déclarations supplémentaires-là. On a tout d'abord le critère au niveau des revenus de placement. Donc, si le syndicat a des revenus de placement de plus de 10 000 par année, il doit produire le formulaire. On a ensuite le critère sur la valeur des actifs. Donc, si le syndicat détient des actifs supérieurs à 200 000 et là, ici, on vient inclure les montants qui peuvent être dans le fonds de prévoyance, les comptes bancaires, les placements. Si le syndicat aussi détient un appartement pour son concierge, donc c'est tous des éléments qui sont inclus dans les actifs. Et finalement, le troisième critère, c'est si le syndicat a déjà été tenu par le passé de produire ces formulaires-là, mais il va devoir continuer de le faire d'année en année, même si ses revenus de placement ou le montant total de ses actifs descend en dessous des montants des 2 critères précédents. Jasmin, il y a plusieurs internautes inquiets qui se disent une déclaration d'impôt, un syndicat doit faire ça. On n'en a jamais fait. Que se passe-t-il si un syndicat n'a jamais fait de déclaration de revenus annuels et qu'il en produit une? Est-ce qu'il va être pénalisé? Est-ce qu'il va devoir payer des arrérages? Comment ça fonctionne? En fait, je vous dirais que c'est une situation, c'est ça, qui est très répandue. Là. Il y a énormément de syndicats, particulièrement les petits qui n'ont jamais fait de déclaration. Nous, ce qu'on conseille aux syndicats de faire, c'est de produire une déclaration pour l'année en cours. Donc, de faire une première déclaration pour l'année pour laquelle ils font les états financiers, l'année courante. Ça peut arriver que le gouvernement demande de produire des déclarations d'années précédentes, mais d'expérience, je peux vous dire que du moment qu'on produit l'année en cours, c'est très, très rare que le gouvernement demande d'aller en arrière, sauf s'il y a déjà une déclaration qui a été produite par le passé.
Donc, si jamais, par exemple, il y a 10 ans, il y a un administrateur qui a fait une déclaration et là, pendant 10 ans, il n'y en a pas eu, il va falloir là, toutes les produire jusqu'à celle de l'année courante. Mais si depuis le début, il n'y en a pas eu, seulement l'année courante, là, dans la majorité des cas, suffit. Mais si une déclaration a été produite il y a 10 ans, est-ce que, normalement, l'Agence du revenu du Canada ou Revenu Québec aurait dû ou devrait signaler au syndicat: attention, vous n'avez pas fait votre déclaration cette année, il faut la faire, ou quel avertissement ils peuvent recevoir? Est-ce qu'ils peuvent en recevoir? Oui, bien souvent, les gouvernements vont envoyer des lettres comme quoi qu'il y a des avis de non-production qu'on appelle, donc pour indiquer que ça n'a pas été fait. Je vous dirais que dans le cas des syndicats, j'ai déjà vu des situations où est-ce que le gouvernement ne s'attardait pas là, à faire des suivis constants pour s'assurer que ça soit fait, là, lâcher éventuellement le morceau étant donné qu'il n'y a pas d'impact fiscal, vu qu'il n'y a pas d'impôt à payer. Mais dans tous les cas, on ne pourra pas quand même rétablir la situation fiscale sans refaire toutes ces années-là. Donc, mais ils vont recevoir une lettre. Là. C'est une lettre qui est envoyée, un avis de non-production. Là. Donc, Maître Papineau, vous me disiez récemment que c'est bien, les syndicats habituellement ne paient pas d'impôts, mais s'ils doivent en payer et qu'ils sont en retard depuis des années, là, ça se passe autrement. Là. C'est sûr, M. Salé, que premièrement, il y a les pénalités, il y en a plusieurs. Quand on dit qu'on doit produire le rapport d'impôt, il y a déjà une pénalité prévue que le gouvernement peut imposer si on ne produit pas son rapport d'impôt. Par la suite, évidemment, s'il y avait des sommes à payer, on ne les a pas payées, on va avoir des intérêts à rajouter sur les montants qui sont dus. Alors, c'est sûr que il faut faire son rapport d'impôt, même si on est un syndicat, même si on pense qu'on n'a rien à payer, puis même si c'est zéro partout, mais à tout le moins le faire pour éviter les pénalités pour non-production et les intérêts sur les montants qui auraient dû être payés. Parce que les pénalités, advenant qu'un syndicat a un arrérage de 10 ans, les pénalités s'appliquent sur 10 ans avec les intérêts? Ben là, il y a une question de prescription légale, mais vous savez, l'impôt, eux autres, la prescription, le gouvernement, ils sont contre ça, je pense. C'est bon pour tout le monde, sauf le gouvernement. Alors, ils vont vous envoyer une cotisation, ils vont vous charger les pénalités, les intérêts, et souvent, ça va finir par coûter plus cher en pénalités et intérêts que ce qui était dû au départ. Ah bon? Céline, en tant que gestionnaire de copropriété depuis plusieurs années, gestionnaire d'expérience, est-ce que vous avez déjà vu des syndicats parmi vos clients devoir payer de l'impôt? Et si oui, pourquoi? Jamais. Jamais, je n'ai vu un syndicat payer des impôts. Faut dire que, bon, évidemment, qu'on conseille nos clients de faire des rapports d'impôts dans les bons moments, à chaque année. Oui, c'est arrivé qu'on a repris la gestion de syndicats où il y avait eu des avis de non-production, comme Jocelyn disait. Et là, ben, on émet l'état financier pour l'année en cours. Puis j'ai jamais vu ça dans 25 ans des pénalités ou des amendes salées du gouvernement. J'en ai jamais vu. Maître Papineau, un syndicat de copropriétaires est un organisme à but non lucratif, on s'entend, mais on demande aux syndicats de produire leur déclaration de revenus annuels parce que, notamment, ce qu'on veut, dans le fond, c'est que ce que le gouvernement demande, c'est que le syndicat dise: oui, je suis là, je suis présent, j'existe, j'habite à telle adresse. C'est plus simple que ça. Là. Et je ne perçois pas des revenus imposables. Voilà. Alors, ça, c'est l'autre chose dont je voulais vous dire, c'est qu'on veut s'assurer que les syndicats de copropriétaires ne sont pas des paravents à une entreprise financière lucrative, là, d'une certaine manière aussi. Ben, effectivement, le syndicat est là pour, de fait, rendre service à ses membres, aux copropriétaires. Il n'est pas là pour faire des profits. Il n'est pas là pour faire des profits aux copropriétaires. Il est là, de fait, pour canaliser les argents des copropriétaires pour qu'il y ait un payeur, si vous me permettez l'image, comme un peu une entonnoir. Alors, il n'y a pas de raison que le syndicat ait des activités à but lucratif. Il n'y a pas de raison que le syndicat agisse de façon à générer des profits non plus. Ouais, et on disait aussi que une des situations où le syndicat pourrait payer des impôts est la suivante. Par exemple, un syndicat qui a une piscine intérieure, qui la loue
à un moniteur disons, d'aquaforme et qui donne des cours d'aquaforme à des personnes en provenance de l'extérieur du syndicat. Alors là, le syndicat devrait payer des impôts, n'est-ce pas? Ben ça, c'est une activité, puis Jasmin pourra renchérir, mais ça, c'est une activité qui génère des profits. Parce que ce que vous dites, c'est pas au bénéfice des copropriétaires. Ce ne sont pas les copropriétaires qui en profitent. L'instructeur n'est pas un copropriétaire. Vous savez qu'on a des cas où le syndicat loue la salle de réception aux copropriétaires. Le montant n'est pas considéré comme un revenu. Le montant est peut-être, il sert à défrayer les coûts, un peu de ticket modérateur aussi. Mais si on se met à faire des activités commerciales, effectivement, là, l'impôt peut nous dire, écoutez, là, vous dépassez votre mandat, vous dépassez vos pouvoirs, et là, ça va mal aller parce qu'on est rendu une entreprise à but lucratif, ce qu'on n'est pas supposé d'être. Jasmin, là-dessus, Céline, vous voulez dire quelque chose? Oui, question qui est souvent posée, des syndicats qui possèdent un appartement pour leur concierge et que le concierge paie un loyer. Donc, il y a un revenu. Oui, il y a des dépenses. Toutes les dépenses sont afférentes au condo, les taxes, les frais de condo, l'électricité et j'en passe. Le revenu le revenu net de cette opération-là, est-ce qu'à ce moment-là, elle est taxable? Est-ce que c'est imposable pour le syndicat des copropriétaires quand on fait un excédent des revenus? Jasmin pourrait nous répondre à ça. Oui, Jasmin? Dans ce cas-ci, ça serait pas considéré comme un revenu commercial parce que c'est en lien quand même avec on peut dire la mission du syndicat ou les objectifs du syndicat. Donc, ils ont un concierge résident pour offrir un meilleur service aux membres. Le fait, évidemment, d'avoir l'unité du surintendant, de payer tous les frais qui s'y rattachent, bien évidemment, c'est des dépenses d'exploitation. Et les revenus qu'ils reçoivent, ben c'est simplement pour un peu dédommager ces dépenses-là. Mais il reste que d'avoir un concierge résident, peu importe qu'il paye un loyer ou non, c'est en lien avec l'objectif du syndicat. Là, donc, ça ne serait pas considéré comme étant un revenu commercial à but lucratif. Jasmin, concernant... Ça va? Oui, ben souvent aussi, c'est que le loyer qui est perçu, souvent, ça fait un peu partie de la rémunération aussi du concierge. Là, bon, on a tout le calcul de l'avantage imposable qui peut être fait. Mais au final, quand on tient compte de toutes les dépenses, les frais de condo, taxes foncières et tout, c'est très, très rare que le syndicat dégage un profit avec ça. Oui. Et concernant l'exemple de la piscine, Jasmin, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà vu, été témoin de cas semblables où la copropriété louait ses installations à des personnes externes? Et comment ça se passe au niveau fiscal? Ben non, moi, j'ai jamais vu ça. Je dirais que de ce que je vois, là, je pense que les copropriétaires n'aimeraient pas nécessairement ça qu'il y ait des gens de l'externe qui viennent partager leur piscine. Mais c'est sûr que ça, c'est un bel exemple là, d'offrir le centre sportif à du monde de l'externe. Clairement que on déroge de l'objectif du syndicat et du service aux membres. Et ça serait clairement fait dans un but lucratif, là, que dans cette position-là, je suis convaincu que l'Agence du revenu dirait que c'est à but lucratif et pourrait imposer là, des sommes d'impôts. Maître Papineau? C'est intéressant que Jasmin dise ça parce que nous, on ne l'a pas vu parce qu'on dit aux syndicats de pas le faire. Mais je peux vous dire qu'il y en a beaucoup de syndicats qui disent, vous savez, notre piscine n'est pas tellement utilisée, on pourrait la louer, ça ferait des revenus. Notre salle de réception n'est pas tellement utilisée, on pourrait la louer, ça nous ferait des revenus. Et effectivement, on leur dit de ne pas faire ça parce que là, c'est comme courir après les problèmes. Là. Alors, je suis content que les gens le fassent pas. Ça veut dire qu'ils écoutent leurs conseillers, mais je peux vous dire qu'il y en a qui essaient. Et c'est correct, là. L'administrateur qui dit, moi, j'essaie de générer des revenus pour mon syndicat, je pense qu'il fait son travail. L'important, c'est qu'il consulte les professionnels avant de le faire pour pas ramasser des revenus, mais aussi ramasser des problèmes. Maître Papineau, je profite de la piscine pour faire une parenthèse puis sortir du cadre un peu, là. Je pense que c'est important. On en a déjà discuté, vous et moi, dans un article récent du magazine Condo Liaison, qui est publié par le Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec, je dois le préciser. Les prêts ou les locations d'installations comme une piscine à des entités externes à la copropriété pourraient créer des problèmes en termes d'assurance advenant de réclamation? Écoutez, l'assureur assure un syndicat
pour les activités qu'il doit faire, qu'il doit exercer. Alors, il doit avoir une piscine pour ses membres, pour les copropriétaires, et non pas une piscine qui sert de bain public ou quelque chose du genre. Alors, effectivement, l'assureur pourrait dire, écoutez, moi, je n'ai pas assuré ça, donc je ne couvrirai pas la perte ou le sinistre. Je reviens à Jasmin concernant, vous dites également que les intérêts gagnés sur le compte bancaire et sur les placements du syndicat ne sont pas imposables pourvu que les fonds soient maintenus à un niveau raisonnable. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ben, en fait, c'est qu'on veut essayer d'éviter que le syndicat devienne un véhicule financier à l'abri de l'impôt là, pour des placements personnels. Donc, l'exemple un peu facile à faire, c'est si on aurait, par exemple, un triplex détenu en copropriété divise, donc il y aurait un syndicat, et que le fonds de prévoyance aurait $1 million dedans. Et là, clairement, que les gouvernements pourraient dire, ben, c'est un montant qui est déraisonnable, et c'est clairement une façon d'accumuler des intérêts et des revenus de placement là, qui seraient à l'abri de l'impôt. Donc, à ce moment-là, ça pourrait devenir imposable. Souvent, on va considérer que des sommes sont raisonnables dans les comptes bancaires si on suit les montants qui sont prévus aux études de fonds de prévoyance. Là. Et vous dites également que si un syndicat décide de vendre l'appartement du surintendant, il est fort probable qu'un gain important soit réalisé, mais encore là, j'aimerais vous entendre là-dessus. Qu'advient-il en termes fiscaux? Est-ce que le syndicat devrait payer des impôts? Bien, ça, c'est une situation très, très particulière. Là. Ça arrive des fois que le syndicat le vende. De ce qu'on a réussi à obtenir de l'Agence du revenu, parce qu'il n'y a pas de jurisprudence là, à ce niveau-là pour les autorités fiscales, mais de ce qu'on a réussi à obtenir, ça ne serait pas imposable. Tant et aussi longtemps que le gain est réinvesti dans les activités du syndicat. Donc, Céline ou Yves, j'aimerais vous entendre là-dessus. Autrement dit, les syndicats de copropriétaires sont considérés par l'Agence du revenu du Canada et par Revenu Québec comme des entités, des personnes morales qui génèrent des revenus pour le bien collectif. Donc, à ce compte-là, il serait inapproprié de réclamer de l'argent en impôts de ces syndicats-là. Yves, d'abord, Maître Papineau. Ben, écoutez, il serait inapproprié. C'est sûr que, comme vient de dire Jasmin, notre CPA, tout revenu doit être déclaré. Alors, effectivement, les revenus qu'on perçoit du fonds de prévoyance, des placements, Yves Papineau, personnellement, quand il place de l'argent, il a des revenus, il doit les déclarer. L'impôt tolère, et parce que c'est dans le but de rendre service aux copropriétaires, tolère la situation. Est-ce qu'ils ont raison? Évidemment que oui, parce que ça nous fait notre affaire et ça nous rend service. Mais c'est pour ça, comme dit Jasmin depuis tantôt, il faut y aller avec modération et faire attention. Céline, là-dessus? J'ai vu dans plusieurs assemblées générales, effectivement, dans la case « autres revenus » dans nos états financiers, des revenus autres. Donc, des ventes de manettes de garage, des ventes de fils de batterie et j'en passe, au bénéfice des propriétaires. Pourquoi le syndicat leur fournit achète ces équipements-là pour les aider au lieu de courir de gauche à droite. Et est-ce que ces revenus-là sont taxables? Ça rentre dans les déclarations d'impôts. On n'a jamais, en tout cas, payé d'impôts à ma connaissance. Mais oui, la question souvent nous est posée, jusqu'à combien le gouvernement va nous laisser accumuler des intérêts dans nos fonds de prévoyance, parce qu'on a de certains syndicats, on a des gros fonds de prévoyance et ça génère, peut-être pas aujourd'hui, mais ça générait, j'aurais utilisé le passé, certains quand même des bons placements et les montants d'intérêts générés étaient quand même appréciables. Et les gens sont toujours surpris que nous, en tant que personnes morales, aussi, on doit payer de l'impôt sur nos intérêts, sur nos placements, alors que les syndicats ne l'ont pas à le faire. Espérons que ça restera comme ça pour un petit bout de temps, parce que ça fait notre affaire, comme dit Maître Papineau. Et c'est sûr que les intérêts générés par les fonds de prévoyance sont réinvestis dans les fonds de prévoyance. On ne peut pas s'en servir pour autre chose. Donc, ça fait monter nos fonds de prévoyance au bénéfice de la collectivité de tous les propriétaires. Maître Papineau, les intérêts générés par le fonds de prévoyance placés à court et moyen terme pourraient compenser l'insuffisance du fonds, on peut dire, mais est-ce que c'est une pratique qui vous paraît convenable en termes légaux d'agir comme ça? Est-ce qu'éventuellement l'impôt pourrait dire maintenant vous allez payer des impôts? Ben écoutez, théoriquement, il pourrait parce que pour les particuliers, ils le font. Mais comme a dit Jasmin Papineau,
l'argent, généralement, les intérêts sont réinvestis dans le fonds de prévoyance. La journée que le syndicat ou que quelques syndicats vont décider qu'ils vont redistribuer les profits comme des trop perçus de caisse populaire ou comme des dividendes de société, je pense qu'ils vont arrêter ça là, puis ils vont dire, écoutez, c'était pas le but de l'exercice. Est-ce que la loi met... Oui, excusez-moi, mais vas-y. Alors, tant que on réinvestisse, tant qu'on garde ça raisonnable, tant mieux, il faut en profiter parce que on n'a pas vraiment besoin de ça, d'avoir nos amis de l'impôt qui viennent nous parler et qui viennent nous poser des questions. Alors, je pense que d'écouter ce que Jasmin a dit tantôt, tant qu'on reste à l'intérieur de notre mission dans le raisonnable, il ne devrait pas avoir de problème. Mais là, M. Papineau, la loi a changé, je pense. Maintenant, avant, les fonds de prévoyance ne pouvaient pas faire l'objet de placement, mais maintenant, on peut en faire, je crois. Pourriez-vous nous préciser? C'est-à-dire que ce que la loi dit maintenant, c'est que le fonds de prévoyance peut être en partie liquide et exigible, mais peut aussi faire l'objet de placements à plus long terme. Avant, tout le fonds de prévoyance devait être à court terme, et maintenant, on peut avoir des placements de 5 ans, 10 ans, 15 ans qui font qu'on va avoir des rendements supérieurs. Jasmin, les revenus liés à des services aux propriétaires ne sont pas imposables tant qu'ils sont en lien avec la mission du syndicat. Est-ce que c'est toujours le cas ou parfois c'est pas en lien? Ben, dans le fond, juste pour préciser ça, quand on parle de revenus, c'est un peu comme ce que Céline disait tout à l'heure, la vente des manettes de garage, des puces d'accès pour la bâtisse, des frais d'administration. Donc, tant et aussi longtemps que ça va toujours être en lien avec la mission du syndicat, avec le service aux membres, ça ne serait pas considéré comme étant des revenus imposables. C'est vraiment, pour dire que ça deviendrait imposable, il faudrait que ça devienne des services à des non-membres essentiellement. Là. Vraiment, on commencerait à vendre des articles à des personnes qui ne sont pas copropriétaires. Là, clairement, on sort complètement du but du syndicat. Et là, ça pourrait devenir imposable. Oui, je comprends. Mais Papineau, oui, Céline, allez-y. Donc, Jasmin, on est approchés, nous autres, les gestionnaires, quelquefois par des compagnies de télécommunications qui veulent mettre des antennes sur les toits pour offrir le service à la population et non juste aux syndicats. Ils nous offrent 2 000 à 3 000 $ par mois pour pouvoir mettre leurs antennes. Et quand on est approché par ces compagnies-là, évidemment, les conseils d'administration voient ça avec un gros signe de pièce, dire 35 000 par année, 30 000 par année, qui va aller directement au fonds de prévoyance, qui pourrait réduire notre contribution annuelle ou augmenter notre contribution. À ce moment-là, ces revenus-là devraient être imposés. Est-ce que ça serait le cas? Ben là, c'est ça, on tombe vraiment dans une situation que moi je pense que oui, le gouvernement pourrait considérer ça comme des revenus qui ne sont pas en lien avec la mission du syndicat. Là, c'est toujours une question de savoir si ces revenus-là servent à améliorer les services aux membres ou la façon qu'ils sont réinvestis. Ça, c'est évidemment toujours là, sans considérer l'aspect légal de tout ça, là, de mettre ça sur les parties communes. Mais d'un point de vue fiscal, moi, je pense que oui, ça serait un type de revenu qui pourrait être considéré comme étant imposable. Mais il faut toujours penser que lorsqu'on parle de revenu imposable, c'est le profit qui est imposé. Donc, oui, on a le revenu brut, on a forcément des dépenses qui s'y rattachent, une portion des frais d'administration, des choses comme ça. Puis ça serait simplement le profit qui serait imposable, là. C'est un peu comme je disais tout à l'heure avec l'appartement du surintendant. Oui, on a souvent des revenus de loyer qui rentrent, mais quand on considère toutes les dépenses, au final, le syndicat ne fait pas d'argent, ne fait pas de profit avec tout ça. Ouais. Maître Jolicoeur, Maître Jolicoeur, mon Dieu, quel lapsus. Maître Papineau, les administrateurs doivent faire preuve de transparence. C'est pas parce qu'un syndicat ne paie jamais d'impôts que tout est permis, n'est-ce pas? Vous donniez un exemple à l'effet que un administrateur pourrait dire à son syndicat, écoutez, moi, j'administre la propriété et en guise de salaire, vous me donnez congé de frais de condo. C'est une pratique inacceptable. Ben, écoutez, on peut pas. Vous savez, l'administrateur doit donner l'exemple. Alors, si l'administrateur dit, moi, je paie pas mes frais de condo, je paie pas l'impôt sur les revenus que je devrais payer, je pense pas que c'est une façon de procéder qui est un exemple à donner. D'autant plus que nos amis comptables, à la fin de l'année, ils balanceront pas, là. Si j'ai
sans fraction, sans unité, qui doivent payer 1000 $ par année, puis il y en a qui payent pas, ben, le comptable va être obligé de nous dire, il en manque un. Mhm. Alors, le principe, c'est que l'administrateur doit payer ses charges communes, doit payer ses frais de condo, doit recevoir un paiement, doit le déclarer à l'impôt. C'est pour ça que souvent, je dis aux administrateurs, vous savez, c'est pas nécessairement une bonne chose que d'être rémunéré. Ça dépend. Alors, si c'est 100 000 par année, on est tout le monde heureux. Mais je vois des syndicats où ils sont rémunérés 150 $ par mois. Une fois que tu as donné une moitié ou une partie à l'impôt, il en reste pas beaucoup pour le nombre d'heures que tu fais. Et en plus, la première chose que les copropriétaires disent, c'est t'es payé pour faire ta job, alors qu'ils sont payés à peu près 25 sous de l'heure. Alors moi, je pense que l'histoire d'être rémunéré, soyez rémunéré correctement ou soyez pas rémunéré, mais oubliez pas qu'il faut que vous payez vos charges et il faut déclarer ce revenu-là à l'impôt. Céline, qu'est-ce que vous en dites? Effectivement, moi aussi, je suis de cet avis. Les administrateurs, s'ils commencent à calculer le nombre d'heures qu'ils mettent, même s'ils sont payés 100 $ par mois, là, ils vont tellement être découragés de voir le chiffre à la fin. Ils sont aussi bien de ne pas avoir de rémunération. Et surtout pour se faire dire et redire, on vous paye, donc faites donc ce que vous avez à faire. Ces gens-là agissent bénévolement, même si c'est 100 $ par mois, on s'entend que c'est du bénévolat. Alors, c'est mieux. Moi, je pense que si les gens, si une personne entre sur un syndicat pour le jeton de présence ou le mois gratuit de frais de condo, il est mieux de ne pas se présenter parce que le but, son but ultime là, n'est pas rencontré. C'est sûr, il y a un but financier et non de communauté. Donc, c'est pas la raison pour entrer sur un conseil d'administration. Céline, vous disiez récemment que les syndicats n'y pensent pas toujours et pourtant ils devraient y penser, ils devraient y songer, c'est-à-dire recueillir, ramasser leurs papiers qui peuvent être présentés lors de la déclaration de revenus annuel, colliger les documents, les pièces justificatives, par exemple. Vous donniez l'exemple d'un syndicat qui est allé à la Cour du Québec, division des petites créances, et là, ben, il y a des frais pour le dîner, des frais pour le stationnement et autres. Les syndicats n'y pensent pas toujours, mais est-ce qu'il y a d'autres domaines où les syndicats pourraient justement ramasser, colliger leurs pièces justificatives et les faire déduire d'une déclaration ou obtenir un remboursement? Ben, en fait, les vérificateurs, les auditeurs, que je devrais dire maintenant, sont très frileux là-dessus. Ils nous demandent constamment les pièces justificatives. À chaque fois qu'un chèque est fait au nom d'un administrateur, il faut sortir les pièces justificatives, n'est-ce pas, Jasmin? N'est-ce pas? Tout à fait. Pour que ça soit prouvé. Alors, et puis je pense que c'est dans le bon ordre des choses d'éviter qu'on ait des choses qu'on ne voudrait pas, que les administrateurs se préfèrent des chèques pour quelque raison que ce soit. Alors, j'ai vu des cas et posé des cas, donc par les vérificateurs, les auditeurs nous demandaient pourquoi cet administrateur-là s'est fait rembourser 2300 $. Il y a une facture attachée à ça, d'où l'importance de maintenir les comptes en bonne et due forme. S'il a avancé un 2300 $ pour l'achat de mobilier extérieur parce que c'est payable sur livraison ou quoi que ce soit, mais oui, les administrateurs, des fois, sont appelés à faire ça, puis le syndicat les rembourse, comme les dépenses qu'ils engagent pour le syndicat. Ce serait pas normal qu'un administrateur passe une journée à la Cour des petites créances gratuitement et qu'il ne se fasse pas rembourser son dîner puis son frais de stationnement, par exemple. Alors, il y a juste à faire une réquisition de chèque. C'est toutes les choses qu'on fait en bonne et due forme. Et quand vient l'audit à la fin de l'année, ben, on a les pièces justificatives puis il n'y en a pas de problème. Jasmin, j'ai quelques questions pour vous posées par nos internautes. Une dame nous demande, elle nous dit, nous faisons faire nos rapports d'impôts dès que nous avons tout reçu et mis à jour notre comptabilité. Notre fin d'année est le 31 août et dès la fin septembre, nous apportons tout chez notre comptable. En fait, certaines personnes se demandent, est-ce que la déclaration de revenus annuel du syndicat doit nécessairement être faite par un comptable? Non, pas nécessairement. C'est sûr que je vous dirais, ça demande quand même certaines connaissances là, au niveau des termes, des choses comme ça, pour remplir la déclaration de façon adéquate. Par contre, n'importe qui peut la faire. Ça peut être envoyé par la poste, donc une version papier. C'est sûr, souvent, quand le comptable va le faire, ben là, on peut le transmettre de façon électronique, donc c'est plus rapide. On s'assure aussi que qu'est-ce qui est transmis, c'est complet.
Donc, il n'y aura pas de va-et-vient par la suite avec le gouvernement là, pour dire qu'il manque tel annexe ou tel formulaire. Mais autrement, oui, les copropriétaires peuvent le faire eux-mêmes. Là. Donc, une autre internaute nous demande que vous lui confirmiez la chose suivante. Elle dit, donc, si j'ai bien compris, il n'y aurait pas de pénalité à payer, même si nous n'avons pas fait de rapport d'impôt dans le passé. Notre propriété ne génère aucun revenu. Donc, poser la question, je présume, c'est y répondre. Ben, en fait, c'est un peu comme qu'est-ce que Maître Papineau disait tout à l'heure. Il y a une possibilité de pénalité. Si on regarde la loi, il y aurait possibilité, matière à imposer une pénalité pour non-production. Par contre, moi, je peux vous dire d'expérience, j'en ai jamais vu. Surtout pas pour les formulaires de base, là, la T2 et la CO17. Par contre, pour la T1044, donc les formulaires que je parlais tout à l'heure, qu'on a les 3 critères à rencontrer pour les produire, ceux-là, il y a des pénalités pour non-production. Là, on a déjà vu ça, donc de 25 $ par jour jusqu'à un maximum de 2500. Mais autrement, d'expérience pour les déclarations de base, là, j'en ai jamais vu, même si la loi le permettrait. Là. Mais je pense que les syndicats de propriétaires ont plus à craindre s'ils ne renouvellent pas les informations contenues dans le registraire des entreprises. Là, hein? C'est plus là que les amendes peuvent survenir. Oui, ben le registraire des entreprises, le fameux 34 $ à payer à toutes les années, ça, oui, ça doit être fait. Ça, je pense que beaucoup de syndicats le font. C'est vraiment la partie de déclaration d'impôt qui n'est pas faite. Puis en effet, au niveau du registraire, il y aurait des pénalités pour production tardive et des intérêts qui s'appliquent. Là. Ça peut être des pénalités salées, là. Ben, pour le registraire, non, parce que le paiement qui est dû, c'est 34 $. Souvent, on a 50 % de pénalité. Donc, si on manque le délai d'une journée, et après ça, des intérêts. Maître Papineau? Le problème n'est pas nécessairement les pénalités avec le registraire des entreprises. C'est qu'après 3 ans, si je ne me trompe pas, le registraire des entreprises peut dissoudre la personne morale. Alors, le syndicat, qui est une personne morale, se trouve en vertu de cette loi-là dissous. Donc, il n'existe plus légalement. Là, on a un petit problème, là, parce qu'on a un syndicat qui a une personnalité juridique, qui est une personne morale qui représente ses membres, mais il n'existe plus. Donc, il va falloir à ce moment-là faire les rapports antérieurs, payer les frais de rapport antérieur, les pénalités et tout ça. Et il va falloir faire une demande pour réactiver la personne morale. Alors là, on parle de beaucoup de problèmes, beaucoup de frais, là. Là, Maître Papineau, ne plus être considéré comme une personne morale, quel problème ça peut causer? C'est comme François Sellier qui n'existe plus. Ah bon? OK, j'efface. Alors, je n'ai qu'à effacer mon nom, puis c'est bon. OK, excellent. Non, ça marche pas tout à fait. C'est pas simple comme ça, là. Mais je vous donne un exemple. Le syndicat poursuit un copropriétaire pour des charges communes impayées. Le copropriétaire pourrait dire, tu peux pas me les réclamer. T'es dissous. Okay. Tu n'existes plus. Okay. Alors là, la procédure peut être suspendue le temps d'aller réinscrire et refaire les rapports et tout ça. Mais on peut aussi se ramasser que pendant la période où l'entité juridique est dissoute, il peut y avoir prescription, puis on peut perdre nos droits. Alors, il faut faire ces rapports au registre des entreprises chaque année. C'est pas une affaire compliquée. Ça coûte, comme on disait, 34 $. Alors, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Jasmin, une internaute, pour le bénéfice d'une internaute, pourriez-vous répéter les numéros de formulaires dont on parle depuis le début, là, les dire lentement pour que la personne puisse les noter? Oui. Ben, en fait, les formulaires de base, les 2 déclarations de revenus de base, on a tout d'abord la T2, qui est au niveau fédéral, et au niveau provincial, c'est la CO17SP. Donc, CO17SP. Okay. CO17SP, oui, qui est la déclaration de revenus T comme dans Thomas. Okay. C comme dans C. C comme dans C, comme dans Charles. OK. Ouais. Oui, CO17SP. On a ensuite les formulaires supplémentaires. Donc, je le disais, si on a des revenus de placement de plus de 10 000, des actifs de plus de 200 000, ou si on l'a déjà produit dans une année antérieure, qui doivent être faits, la T1044 au fédéral, et l'annexe 3, ou la section 3, en fait, de la CO17SP, qui est en fait le TP 997.1, qui doit être rempli. Parlons du crédit d'impôt pour les aînés en copropriété. Je pense que ce serait important, Jasmin, de nous expliquer brièvement de quoi il en retourne.
Ben, en fait, c'est un crédit d'impôt là, que même les gens en fait, qui n'habitent pas en copropriété ont accès. Le crédit d'impôt de maintien à domicile des aînés. Donc, quelqu'un qui est âgé de plus de 70 ans et qui encourt certaines dépenses pour pouvoir rester autonome, rester à la maison, ben, peut avoir droit à ce crédit d'impôt-là. En copropriété, de la façon que ça fonctionne, c'est que le syndicat doit préparer un formulaire détaillant en fait les dépenses qui sont éligibles à ce crédit d'impôt-là et les remettre aux personnes de 70 ans et plus qui en font la demande. Et après ça, la personne peut la déduire dans sa propre déclaration. Ça va jusqu'à quel montant maximum, là, si on donne des approximations, là, on peut aller, ces gens-là peuvent aller chercher, peuvent obtenir jusqu'à combien en crédit d'impôt? Le crédit maximal, c'est 6 825. Mais pour avoir, dans le fond, pour avoir droit au crédit maximal, il faut encourir 19 500 $ de dépenses, là. OK. Jasmin, une autre question d'une internaute. Nous n'avons jamais produit de déclaration de revenus. Comment détermine-t-on l'année fiscale pour 2019? Ça commence quand et ça se termine quand? Bien, normalement, s'il y a au moins des états financiers qui ont été faits pour que ça soit présenté à l'Assemblée générale, ça serait l'année financière des états financiers. Autrement, si c'est pas déterminé, la déclaration de copropriété parfois le prévoit, donc on va dire c'est quoi la fin d'année fiscale. Et autrement, ben, c'est déterminé par les administrateurs. Donc là, ça devient peut-être plus du légal de savoir là, si ça n'a jamais été fixé, ça serait quoi. Mais normalement, les syndicats font au moins leur assemblée générale, donc devraient normalement savoir là, c'est quoi leur fin d'année financière pour les états financiers. OK. Céline, on a parlé tout à l'heure de dépenses, de collectionner, de colliger les pièces justificatives. Vous parliez aussi d'administrateurs qui achètent du mobilier. Il peut y avoir des remboursements fiscaux. Remboursements fiscaux, non. Peut-être pas des remboursements fiscaux, mais des crédits ou comment ça fonctionne? Non, pas du tout. Non. Ce que je disais tout à l'heure, c'était que si les administrateurs font des avances de fonds pour des achats pour le syndicat, ils se font rembourser simplement. Il y a aucun avantage à faire ça, là, pas du tout. Non. Donc, le gouvernement ne demande pas d'impôt au syndicat, mais il ne fait pas de remboursement d'impôt non plus. Là, hein? Non. Dans aucun cas. OK. Jasmin, lorsqu'un logement est fourni gratuitement au concierge, il faut calculer l'avantage imposable qui sera ajouté à son T4 et à son relevé 1. Il devra en effet s'imposer sur la valeur du logement dont il bénéficie. Oui, ben c'est exactement ce que vous venez de dire. Donc, étant donné que le concierge reçoit un avantage, donc peut résider dans un condo qui dans le fond, tous les frais sont payés par le syndicat, doit être imposé sur cette valeur-là. Donc, c'est un peu l'équivalent de dire que on vient augmenter son salaire pour qu'ensuite il nous rembourse le loyer qui nous est dû. Ça, c'est important aussi de le faire parce que si ce n'est pas fait et que le gouvernement s'en rend compte, toutes les charges salariales qui sont en lien avec l'avantage non déclaré vont être à la charge du syndicat. Okay. Et maintenant, le volet TPS-TVQ, grosso modo, Jasmin, est-ce que vous pourriez nous faire un bref aperçu, un bref survol de la situation? Ça concerne quoi en copropriété? Oui, en fait, la TPS-TVQ, je voudrais que la majorité des syndicats ne sont pas concernés par ça. Donc, d'emblée, si on a un syndicat qui est 100% résidentiel, vraiment le syndicat typique, si on peut dire, il n'y aura pas de TPS-TVQ. Donc, évidemment que le syndicat, lui, va payer de la TPS-TVQ sur ses dépenses, mais ça va simplement être ajouté là, dans les dépenses qu'il paye dans ses états financiers. Il n'y aura pas de remboursement à faire, il n'y aura pas non plus à facturer de TPS-TVQ séparément aux copropriétaires. Donc, tout est inclus dans les frais de condo. Où est-ce qu'on pourrait avoir de la TPS-TVQ? Ça serait si on a certains copropriétaires commerciaux. Donc, on voit de plus en plus des grands projets de condos, là, que le premier étage, on aurait des commerces et des unités résidentielles au-dessus. Et donc, à ce moment-là, si le syndicat est inscrit au fichier des taxes, donc un numéro de TPS et un numéro de TVQ, doit charger la TPS-TVQ aux unités commerciales et ensuite peut réclamer une portion de la TPS-TVQ qui paye sur toutes ses dépenses là, en contrepartie. On dit également, bien qu'un syndicat est normalement exonéré des taxes, certaines situations requièrent un traitement particulier. Remboursement des taxes à l'achat d'une habitation neuve, application des taxes sur les activités à des fins non résidentielles. Pourriez-vous élaborer un petit peu là-dessus, Jasmin? Oui, en fait, le remboursement de taxes à l'achat d'habitation neuve, pour les gens qui ont acheté un condo neuf, ils l'ont peut-être vu, donc souvent ça se fait directement avec le promoteur, c'est qu'on a le droit à un certain remboursement de la TPS et de la TVQ qu'on paye, dépendamment de la valeur du condo. Donc, si on a un condo de plus de 450 000, on n'a le droit à aucun remboursement. Donc, on va
payer le plein montant de la TPS, le plein montant de la TVQ. Et si c'est en dessous de 450 000, ben on peut avoir droit à des remboursements partiels de ces deux taxes-là. Comme je le dis, c'est souvent un formulaire que le promoteur va fournir, donc ça va être inclus dans le prix de vente, dans le prix qui va être entendu avec le promoteur, donc c'est pas quelque chose que le copropriétaire doit s'occuper, mais il faut quand même le savoir pour s'assurer que ça soit fait. Et au niveau des activités non résidentielles, ben c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Donc, si on a des frais de condo qui sont perçus de copropriétaires commerciaux, donc de commercial, donc des restaurants, des choses comme ça qui détiennent une unité de condo, bien là, à ce moment-là, la TPS-TVQ pourrait s'appliquer. Le pourrait dépend toujours du montant qui est perçu de ces personnes-là. Le seuil étant de 50 000 $. Donc, si le syndicat a des revenus commerciaux, qu'on peut dire des revenus provenant d'unités commerciales de plus de 50 000, il a l'obligation de s'inscrire et d'appliquer la TPS-TVQ. TPS-TVQ, c'est ça, oui. Exactement. Et là, il doit procéder comme n'importe qui en envoyant les formulaires d'usage, je présume? Exactement. Donc, il doit s'inscrire comme n'importe quelle entreprise. Il obtient son numéro de TPS-TVQ et ensuite devra faire ses déclarations, soit de façon annuelle, trimestrielle ou mensuelle. C'est le gouvernement là, qui va l'imposer, dépendamment du montant à remettre. Et il opérera, comme je l'ai mentionné tantôt, là, comme une entreprise. Donc, il va facturer la TPS-TVQ aux unités commerciales, va pouvoir récupérer une portion de la TPS-TVQ qu'il paye sur ses dépenses. Et à tous les mois, les trimestres, les années, devra faire un rapport et remettre le montant net. Donc, François, donc c'est si le syndicat perçoit des frais de condo de ces unités commerciales-là seulement de plus de 50 000 qui sont taxables. C'est ça? Oui, en fait, le plus de 50 000, c'est que si on dépasse le 50 000, ça devient une obligation. Donc, avant 50 000, même si on perçoit seulement 10 000 par année, le syndicat pourrait décider de s'inscrire. Donc, ça donne quand même un certain avantage là, aux unités commerciales parce qu'eux n'auront pas à assumer la portion de taxe, vont pouvoir la déduire dans leur propre déclaration. Mais c'est qu'au-dessus de 50 000, ça devient une obligation du syndicat. Il est 15h42. Il nous reste 3 minutes pour discuter de la comptabilité en copropriété. Par la suite, j'aimerais exceptionnellement traiter de la question des assemblées générales de copropriétaires qui pourront se faire virtuellement en vertu d'un arrêté ministériel transmis hier par la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle Mécan. Je pense qu'il y a la matière à discussion avec nos 3 invités, mais je voudrais terminer, Jasmin, en revenant sur le crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés. Ce crédit peut notamment concerner, parmi les exemples que vous donnez, nettoyage de l'extérieur de l'habitation, des fenêtres et des gouttières, entretien de la piscine, entretien, fertilisation et tonte du gazon, entretien des haies, des plates-bandes, émondage d'arbres, ramassage de feuilles, déneigement, enlèvement des ordures par le concierge. Donc, il y a une foule de choses qu'on peut inclure dans ce crédit d'impôt. Oui, tout à fait. Puis c'est vraiment limité, par contre, à tout ce qui est l'entretien. Donc, comme vous venez de le dire, entretien ménager, entretien paysager, des choses comme ça. On ne peut pas inclure de dépenses d'achat de fournitures ni de réparations majeures. Donc, des petites réparations qui sont faites par des gens qui n'ont pas de corps de métier. Donc, si le concierge fait des petites réparations, des fois, par exemple, pour un muret, de l'aménagement paysager, ben ça, oui, ça peut être éligible, sans évidemment inclure le coût des matériaux. Donc, tout ce qui est matériaux et fournitures est toujours exclu. Et l'autre élément qui est toujours exclu sont les réparations faites par des corps de métier. Donc, si on a un plombier qui vient faire une réparation, un électricien, c'est automatiquement exclu du crédit. Donc, on parle vraiment de l'entretien, tout ce qui est l'entretien courant lié au bâtiment. Alors, les assemblées générales de copropriétaires virtuelles, Maître Papineau, est-ce une bonne nouvelle? Ça dépend pour qui. Regardez, c'est parce que les assemblées virtuelles, faut être capable de les tenir, premièrement, et il faut qu'elles soient bien tenues. C'est pas tout de les tenir. Je peux vous dire, dans un petit syndicat, ça peut être relativement facile, mais quand vous avez un syndicat de 150 unités qui, normalement, on va dire qu'il y a au moins 250 copropriétaires, compte tenu qu'il y a des conjoints qui sont copropriétaires d'une unité, là, il faut être en mesure de faire voter 250 personnes en même temps. On le sait,
Madame Corriveau, puis Monsieur Patnaud aussi, parce que je le vois souvent dans les assemblées. Quand on a les gens dans la salle, ça va bien. On a les bulletins de vote, on leur donne ou on fait des votes à main levée. Mais là, quand je vais avoir des gens au téléphone, je vais avoir des gens sur Internet, sur Zoom, sur Skype, sur tout ce que tu veux, faut que je fasse le calcul de ça. Et ce que dit aussi l'arrêté ministériel, c'est que je dois garder la preuve de ça, puis c'est normal et c'est raisonnable. Comment je peux faire s'il y a des contestations? Il faut que je garde tout ça. Alors, là, il faut établir, je dis pas que ça se fera pas, que c'est la fin du monde, là, mais là, je dois établir un nombre de votes qui a eu lieu par téléphone. Je vais faire quoi? Un relevé des téléphones de la dame qui a reçu le vote de celle qui a voté. Je vais avoir aussi ceux qui ont procédé avec Skype ou avec le logiciel ou la plateforme qui permet de participer. Et il y a des avantages, je vais vous dire. Empêcher quelqu'un de parler, c'est facile, on va couper le micro, c'est tout. Mais quand on va procéder au vote, là, il faut que je sois en mesure de faire voter ces gens-là. Et si j'ai un vote secret, je peux évidemment pas leur demander de lever la main pour ou voter contre, ça ne sera pas un vote secret. Alors, il faut que je trouve une façon, c'est ça qui est le plus compliqué à date. Nous, on est à finir de régler cette question-là. On a engagé des informaticiens et on a trouvé des solutions, mais je peux vous dire que le principe demeure que les assemblées virtuelles, la ministre le dit, c'est temporaire, c'est pour les cas d'urgence. S'il n'y a pas d'urgence, puis il n'y a pas de nécessité, tenez-en pas. Il n'y a pas d'avantage d'en tenir, à moins qu'il y ait une urgence, à moins qu'il y ait une contribution spéciale à venir. Et encore là, il y a moyen de trouver des solutions. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui, parce qu'il y a des dossiers qui requièrent qu'il y ait une assemblée. Mais est-ce que c'est la réponse facile? La réponse, c'est non. Céline, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Écoutez, c'est peut-être une très bonne nouvelle pour les petits syndicats. Comme Maître Papineau disait, une dizaine, une douzaine. Écoutez, du jour au lendemain, on est tous devenus des geeks d'informatique. Il a fallu apprendre la gestion d'un paquet de logiciels, même faire un conseil d'administration, parce que oui, les technologies nous permettent de tenir nos conseils d'administration et ça va très bien. Sinon, bon, les décisions du conseil ne pourraient pas se prendre. Et ça fonctionne. On est 4, 5, 6, 7, 8, ça va bien, mais il nous manque toujours quelqu'un qui sait pas trop comment se joindre à la réunion, qu'il faut prendre le temps. Bref, ça serait impossible avec un grand nombre de personnes. Alors, pour les petits syndicats, peut-être, seulement s'il y a urgence, comme Maître Papineau disait, oui, il faut trouver, en plus des geeks informatiques, il faut être innovatif, il faut trouver des façons de poursuivre les activités du syndicat. On procède actuellement qu'avec les travaux d'urgence, on prend pas actuellement des travaux d'importance. On a tout mis ça sur la glace, on attend. J'ai espoir que ça se résorbe, peut-être trop optimiste, mais bon, je ne crois pas qu'on va pouvoir procéder avec des grands syndicats, avec des réunions virtuelles. Je ne pense pas. Jasmine, je reviens à vous tout à l'heure avec la T2 abrégée. J'ai une question là-dessus d'un internaute, mais d'autres internautes nous posent des questions à propos des assemblées virtuelles. Ils disent, un internaute nous dit, la moyenne d'âge des propriétaires étant assez élevée, la solution ne sera pas technologique. Et l'autre personne nous dit, qu'arrive-t-il avec des propriétaires qui n'ont pas la capacité de se brancher? Moi, ma question, M. Papineau, en rapport avec ça, c'est, advenant qu'une copropriété qui compte 30 portes, disons, on va dire 30 copropriétaires, des fois c'est plus parce qu'il y a des individus, mais disons 30 copropriétés, 30 portes, 30 copropriétaires, et qu'il y en a 2 qui ne pouvaient pas se brancher en raison d'absence d'ordinateur ou qui n'ont pas la technologie pour le faire. On tient l'Assemblée quand même. Est-ce qu'elle peut être invalidée? Écoutez, la loi prévoit que ça peut être par tout moyen technologique. Ça peut être par téléphone aussi. Mais là, le problème, c'est de voir comment on va accommoder tout le monde. Alors, si j'en ai 2 au téléphone, je parlais avec mon technicien, c'est comme à l'encan, là. On a une série de personnes qui répondent au téléphone puis qui prennent les ordres. Mais là, si on en a 2 au téléphone, ça veut dire que ça va nous prendre 2 personnes du conseil ou du bureau de gestion
qui vont être au téléphone avec le copropriétaire pour lui dire ce qui se passe, pour lui demander ses votes. Si on en a 10, ça va prendre 10 personnes, à moins qu'on leur dise, attendez sur la ligne, je vais voir l'autre d'à côté comment il vote. Puis là, on va risquer de couper la ligne. Alors, est-ce que ça peut être dangereux? Le problème, il est oui. Et la réponse, elle est oui. Puis le problème, il est oui aussi parce que je dois, vous savez, le juge va dire peut-être, écoutez, on va arrondir les coins, on était en problème, on était en urgence sanitaire, mais il reste que le principe de base, c'est que tout le monde a le droit d'assister à l'Assemblée. L'Assemblée doit être publique, mais publique pour les membres. Et là, si la façon dont on procède empêche les membres d'être présents et de voter, oui, ça peut occasionner un problème. On a vu le tribunal des droits de la personne dire que si la personne ne peut pas avoir accès à l'Assemblée, que l'Assemblée peut être annulée. Alors, si la personne n'a pas accès parce qu'elle n'a pas la technologie, oui, ça va créer des problèmes. Alors, est-ce que c'est impossible? Ma réponse, c'est non. Mais comme on dit depuis tantôt, à tenir en cas d'urgence seulement. Un autre copropriétaire, je vais encore poser la question à M. Papineau. Je reviens avec mes deux autres invités tout de suite après. M. Papineau, l'unité de référence, là, on pose la question, est-ce qu'on va pouvoir reporter l'échéance du 13 juin 2020? Je vais vous dire, la réponse qu'on a eue du gouvernement à ce jour, c'est rien. On ne sait pas si l'arrêté ministériel de dimanche est la réponse. On ne sait pas si le ministre nous dit, faites des assemblées virtuelles. Si c'est ça la réponse, on a un problème. Il y a des gens qui prétendent avoir la technologie pour faire les votes, peut-être. Mais moi, je peux vous dire, on travaille avec des techniciens depuis plus d'1 mois là-dessus et ils ont encore besoin de 2 semaines pour y arriver. Si on met 2 semaines, on est rendu le 15 mars. Le délai de convocation, on va arriver assez court, merci. Alors, ce qu'on a demandé au gouvernement, c'est de trouver une solution. On leur a demandé, de fait, de prolonger le délai. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on a eu une réponse spécifique à ça? La réponse, c'est non. Céline, est-ce que dans les circonstances, vous suggérez à vos syndicats, aux syndicats que vous gérez, d'être à l'heure puis de respecter l'échéancier du 13 juin 2020? Écoutez, on peut pas faire des miracles. Moi, mes conseils d'administration, on a déjà approuvé les unités de référence. Il reste à la faire approuver par l'Assemblée générale. Par contre, j'ai déjà eu des sinistres et que j'ai utilisé les unités de référence et ça s'est bien passé. Au contraire, les experts en sinistre étaient très heureux d'avoir cet outil-là, ainsi que le copropriétaire. Bon, il n'y avait pas de litige, il n'était pas question que le propriétaire n'était pas assez assuré, c'était une unité d'origine. Bon, il y avait pas de litige à ce niveau-là. Mais bon, c'est quand même assez fastidieux de faire. Ça s'ajoute au reste. Ceux qui ont attendu à la dernière minute, effectivement, là, on a un problème de communication avec nos membres. Mais bon, moi, je l'ai fait approuver par les conseils d'administration et je me dis, quand l'Assemblée générale aura lieu, elle va être ajoutée à l'ordre du jour et on procédera à l'adoption. Entre-temps, il n'y a rien qui nous oblige, qui nous empêche d'envoyer l'unité de référence au copropriétaire avec un texte explicatif, parce que nous, on sait de quoi on parle, mais le commun des mortels des propriétaires qui ne touchent pas à ça à tous les jours a aucune idée de quoi on parle de l'unité de référence, de où vous sortez avec ça, encore une fois. Alors, il n'y a rien qui empêche les syndicats de déjà communiquer avec leurs membres. C'est quoi l'unité de référence? Ça sera plus facile rendu à l'Assemblée générale. Mais c'est fait. Il faut procéder. Que la loi nous dise le 13 juin, on ne pourra pas faire l'impossible. Si on n'a pas d'Assemblée générale, qu'on ne peut pas tenir, on peut pas. C'est impossible. C'est impossible. Parce qu'en fait, essentiellement, l'unité de référence vise à faire le ménage en copropriété, à savoir qui paie quoi lors d'un sinistre. Mais là, on n'entrera pas dans les détails parce que c'est très complexe. Mais, Jasmin, est-ce que les assemblées virtuelles changent quelque chose pour vous en tant que comptable professionnel agréé? Seulement pour la portion de présentation, parce que nous, en fait, notre participation aux assemblées générales, c'est seulement pour présenter les états financiers qu'on a, soit audités ou examinés. Toute la portion du travail de préparation des états financiers ne change pas. Mais au niveau des assemblées générales, ce serait simplement d'y participer de façon virtuelle pour pouvoir les présenter, tout simplement. Maître Papineau, je reviens avec vous concernant les assemblées virtuelles. C'est le même principe qu'une assemblée générale de copropriétaires en personne, c'est-à-dire on obtient un quorum et c'est bon, en autant que tout le monde a été informé qu'il y avait une assemblée et que tout le monde était capable d'y participer, que ce soit virtuellement par téléphone ou autre.
Oui, effectivement. Le problème que l'on a, où il faut faire attention aussi, c'est que les délais de contestation sont suspendus par le ministre de la Justice et par le juge en chef du Québec. Alors, les délais de contestation de ce qui aurait pu se passer à une assemblée virtuelle vont débuter lorsque l'urgence sera terminée. Alors, si l'urgence se termine en septembre, on a 90 jours après le 1er septembre pour faire notre requête, pour faire annuler les décisions, etc. Ce qui veut dire que les décisions qui vont être prises aux assemblées virtuelles, on doit faire attention, même aux assemblées qui vont se tenir de façon physique ou par procuration. Il faut prendre en considération que les délais de contestation ne sont pas 90 jours comme la nouvelle loi le permet, mais ils sont 90 jours plus le délai de l'urgence sanitaire. Alors, si on décide de faire une assemblée d'urgence pour acheter quelque chose, on va avoir le temps de l'acheter, puis on va avoir le temps de l'utiliser, puis on va avoir le temps de le faire réparer avant que quelqu'un puisse contester. Il faut considérer ça dans notre idée de dire on va convoquer une assemblée pour acheter quelque chose ou faire un travail quelconque. Céline, est-ce que pour vous, tout à l'heure, je vous posais la question, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que ça va être utile pour vous? Est-ce que des syndicats vont être soulagés de savoir qu'ils peuvent faire une assemblée virtuelle? Est-ce qu'ils vont la tenir, cette assemblée, selon vous? Non, moi, j'ai une assemblée générale que j'ai annulée à cause du coronavirus. Et eux, tout de suite, quand ils ont vu la nouvelle, ils m'ont appelé en catastrophe disant « Céline, c'est impossible parce qu'on a plusieurs membres qui n'ont pas l'Internet, ils n'en veulent pas d'adresse courriel et ça serait impossible d'avoir 25 personnes, comme Maître Papineau disait, au téléphone. Bon, on a des modes pour avoir des procurations, fait que, on a toujours un quorum difficilement atteignable aussi, ça c'est un autre problème, mais malgré ça, eux aussi, ils ont dit il n'y a pas d'urgence, on n'avait rien de spécifique à voter, notre budget de l'année passée continue, les membres ont été avisés de continuer à payer les mêmes montants, c'est prévu par les déclarations, il n'y a pas de problème, tout va bien aller, on continue de payer, on continue à payer les frais, et oui, il faut payer les frais de condo pendant la pandémie, il n'y a pas d'arrêt de paiement, le syndicat a toujours ses obligations à payer. Si vous me permettez, François, juste de dire, il y a des cas où ça va bien aller. Nous, au bureau, on a 12 assemblées de transition où le promoteur a perdu le contrôle. On a 12 assemblées de transition qu'on est en train de finaliser, mais on parle de petites copropriétés de 10, 12 et 15. On parle de petites copropriétés où les acheteurs ont négocié et on a leur adresse courriel. Ça va bien aller. Mais le problème, là, j'ai un syndicat à Pointe-Claire où le président, il me dit, moi, je suis le plus jeune de la bâtisse, j'ai 75 ans. Ça se peut que ça accroche si jamais il décide de faire une assemblée virtuelle. Oui, effectivement. Jasmin, en terminant, un internaute nous a demandé tout à l'heure, j'ai perdu la trace de la question, mais il demandait si on peut utiliser la T2 abrégée. Oui. Formulaire T2 abrégé. Oui, tout à fait. Donc, un syndicat, vu qu'il n'y a pas d'impôt à produire, qu'il n'y a pas d'annexe particulière à remplir, peut utiliser la T2 abrégée. Tout à fait. Jasmin, est-ce que vous avez des coordonnées à donner à nos auditeurs pour qu'ils puissent vous poser des questions, vous consulter au besoin? Oui, tout à fait. Ils peuvent toujours nous rejoindre, en fait, au cabinet des Papineau à l'adresse info@dpcpa.ca. Donc, des questions d'ordre général qu'on va répondre sans problème, là. Alors, c'est tout. Ce fut très intéressant. Merci à nos invités. Jasmin Papineau, comptable professionnel agréé et auditeur. Céline Corriveau, gestionnaire de copropriété chez Groupe Immobilier Célico. Et Yves Papineau, avocat émérite en droit de la copropriété. Merci à vous trois d'avoir été là. Ce fut fort intéressant. Ici, je me fie aux commentaires des internautes. Vous avez la cote. Alors, merci infiniment. Et on se revoit très bientôt la semaine prochaine, mercredi, 15h. C'est François Cellier qui vous parle. À bientôt.